Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses, pour les choses, pour les choses qu'il a Donc je vais vous parler de l'histoire des tziganes et des voyageurs. Il y a beaucoup de tziganes qui ne voyagent pas et il y a beaucoup de voyageurs qui ne sont pas tziganes. C'est ce qu'on va essayer de découvrir et de comprendre. D'abord, je vais vous parler de l'histoire des populations mobiles en France. Depuis le Moyen-Âge, il y a eu un accroissement des populations des villes. Et du coup, on a eu besoin de plus d'approvisionnement. Donc, il y a eu des mercelots, des colporteurs, des charretiers qui transportaient des marchandises depuis la campagne ou depuis des plus petites villes vers des plus grandes villes. Mais il y avait aussi, c'était l'occasion d'échanges culturels, et donc vous aviez des saltimbanques qui venaient et qui jouaient des pièces de théâtre ou qui faisaient rire les gens, et même on faisait connaître à la population des dernières nouveautés ou découvertes scientifiques. Donc voici un début de mobilité dans un pays comme la France, mais c'est le cas dans d'autres pays également. Il y avait aussi beaucoup de pèlerins. Et en fait, le pèlerinage était imposé comme une pénitence, soit par l'Église, soit par le pouvoir civil. Il s'agissait d'une sanction. En 1212, la croisade des enfants a vu partir 20 000 personnes d'Allemagne et 30 000 de France. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît en 1418 14 000 pèlerins pénitents, disant arriver de Petite Égypte, qu'ils situent vers aujourd'hui l'Albanie, on dirait, entre la Grèce et l'Albanie. Et ces gens arrivent avec des sauf-conduits du roi de Bohême. Ils arrivent à Strasbourg, on en reparlera un petit peu après, et à l'époque il y a 16 000 habitants à Strasbourg, ils sont 14 000, mais enfin il n'y a rien d'aussi extraordinaire à l'époque. Alors ces gens qui arrivent de Petite Égypte avec des sauf-conduits, des sortes de visas, si vous voulez, du roi de Bohême, on les appelle assez rapidement des Égyptiens ou bien des Bohémiens. Mais eux-mêmes parlent une langue différente et eux-mêmes se définissent soit comme manouche, être humain, ou comme Sinto, ça veut dire indien. À l'époque, il n'y avait pas d'armée nationale. Il y avait en fait, vous savez, des petits duchés, des petits comtés, et chacun avait son armée privée. Il y avait donc des entreprises de guerre qui se louaient à l'un ou à l'autre, qui étaient à la fois des mercenaires, mais aussi tous ceux qui s'occupaient des armes, des chevaux, de toute la logistique. Et donc vous aviez des compagnies de mercenaires et de logisticiens, et encore une fois avec femmes et enfants, puisque les femmes étaient cantinières, blanchisseuses, etc. Toujours dans ce contexte, on voit apparaître entre le 15e du 15e au 18e siècle des troupes dites égyptiennes ou bohémiennes, au fond, très probablement les descendants de ceux qui étaient arrivés précédemment en tant que pénitents. Pendant la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, on a eu aussi des gens qui ont servi les armées. Alors là, il s'agissait d'armées allemandes, danoises, suédoises, et vous avez des mercenaires et des logisticiens, de la même façon, qui ont servi ces armées, et aujourd'hui, on connaît certains de leurs descendants sous le nom de Yéniches. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV interdit la guerre privée. Il fait une déclaration qu'on appelle la déclaration du roi rendue contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite en 1682. C'est-à-dire que les comtes, les ducs, n'ont plus le droit d'avoir des entreprises de guerre privées, n'ont plus le droit d'avoir d'armées privées. Et voilà que toutes ces armées privées se retrouvent au chômage. Et donc elles se reconvertissent dans des métiers qui sont finalement assez proches de ce qu'elles faisaient, du colportage, du commerce ambulant, parce que pour une armée, il faut faire beaucoup de commerce, il faut acheter des vivres, il faut acheter du tissu, il faut acheter du métal, etc. Et ils se convertissent aussi dans le travail saisonnier, dans toutes sortes de services. Au XIXe siècle, vous avez l'industrialisation de la France et un exode rural. Et à ce moment-là, de plus en plus de gens vont se retrouver sur les routes
Et vous allez avoir en même temps certains événements en Europe qui vont faire que d'autres populations vont venir grossir le flot de ces gens qui sont déjà mobiles en France. En particulier, vous allez avoir des gens qui vont se dire hongrois et qui arrivent avec des sortes de charrettes avec des toiles de tente qui sont habillées de façon un peu exotique. Et ces gens sont en fait des Roms qui viennent précédemment des principautés roumaines où ils étaient esclaves. Il y a eu l'abolition de l'esclavage dans ces principautés, un certain nombre de remue-ménage, je dirais, dans l'Empire ottoman. À l'époque, toute cette période est sous vassalité ottomane. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont arriver en se présentant comme hongrois. Vous allez aussi avoir le rattachement de la Savoie à la France et beaucoup de Piémontais qui vont venir tenter leur chance en France parce que le nord de l'Italie, il y a toutes sortes de petits États qui sont très séparés les uns des autres. Et finalement, la France est un vaste espace très riche. Et donc, beaucoup de gens vont finalement essayer de trouver du travail en France. Parmi les Piémontais, il y a également des gens qui s'appellent Sinté Piémontais. Et ces gens vont s'intégrer beaucoup en France dans le monde du spectacle, de la fête foraine et du cirque. En 1870 et surtout 71, l'Allemagne annexe l'Alsace et la Moselle. Et là, vous avez un grand nombre de Yéniches, dont je vous ai parlé précédemment, qui vivaient en Alsace, mais également des Manouches dits alsaciens, qu'on appelle les Gashkene Manouches, qui vont opter pour la France, puisqu'il s'agit soit de rester en Alsace et en Moselle et de devenir allemand, ou pour les Alsaciens et Mosellans qui le désirent, quitter ces régions et rester français. Donc ils quittent ces régions avec des certificats d'option. Tous les Alsaciens n'ont pas quitté l'Alsace et tous les Gashkene Manouches et tous les Yéniches n'ont pas quitté l'Alsace, mais un certain nombre d'entre eux ont quitté l'Alsace. Jusqu'à présent, tous ces gens qui étaient mobiles, au fond, se promenaient avec des fois une bête, un âne, un mulet ou un cheval, avec des hôtes sur le dos, donc femmes, enfants, on circulait comme ça. On couchait des fois à la belle étoile, sous une toile éventuellement, ou bien on était abrité dans les granges, dans les fermes. Mais au XIXe siècle, il y a l'apparition de quelque chose qui va devenir emblématique, qui est l'apparition de la caravane ou de la roulotte, qui a une forme finalement un peu de wagon de chemin de fer, et qu'on appelle Wago, qui est le mot allemand, Wagen, qui veut dire au fond la voiture. Ça va fortement marquer l'imagination des villageois. Parce que jusqu'à présent, au fond, tous ces gens qui circulaient étaient un petit peu... n'apparaissaient pas de façon très nette, mais finalement, maintenant, ces roulottes vont se retrouver au centre des villages ou auprès des villages. Et justement, là, vous voyez un tableau de Van Gogh où il y a... Donc, beaucoup de gens ont l'impression que ça a toujours existé, mais non, ce n'est pas si vieux que ça. Ça fait pas tout à fait 200 ans, un peu moins même qu'il y a des caravanes. Donc cette forte mobilité déjà présente en France, mais qui s'est accentuée avec l'arrivée de tous ces gens d'autres pays d'Europe, va faire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens sur les routes de France. Et les maires s'inquiètent, enfin les maires des mairies s'inquiètent, se disent... À l'époque, on pense qu'il y a des épidémies, que c'est probablement dû à tous ces gens qui sont plus ou moins pouilleux. Enfin, on soupçonne qu'ils peuvent apporter des maladies. Et on va faire un recensement en 1895 de toutes les populations dites nomades ou mobiles. Et là, on va recenser 400 000 personnes, ce qui est considérable en France à l'époque. En 1912, donc il y a une loi qui va sortir, on va faire 3 catégories, et chacune de ces catégories aura une sorte de passeport intérieur. Donc il y a les marchands ambulants, les forains, et les gens dits nomades ou vagabonds. 25 000 personnes seront considérées comme nomades ou vagabondes. Et celles-ci vont recevoir un document beaucoup plus contraignant que les autres, qu'on appelle le carnet anthropométrique. Donc toutes les familles doivent avoir un carnet déjà familial, mais aussi chaque enfant assez jeune est photographié de profil ou de face, comme si c'était un criminel recherché. En 1912, ça fait pas si longtemps qu'on a inventé la photographie. Et vous voyez les 10
empreintes digitales et toutes sortes de paramètres comme la longueur du bras gauche, de l'oreille, enfin. Ces carnets vont servir entre 1940 et 1946 à interner les familles foraines et dites nomades dans les camps d'internement. Jusqu'en 1946, donc bien après la fin de la guerre. Un certain nombre d'entre eux seront déportés vers l'Allemagne, mais surtout ceux du département du Nord qui sont sous juridiction du Reich. Les autres seront maintenus dans ces camps dans des conditions épouvantables, affamés, ayant des maladies, etc. Et surtout, on les a spoliés de tous leurs biens. C'est-à-dire des gens qui avaient par exemple un manège ou un petit cirque, on les a spoliés, on leur a tout volé. En 1969, on abroge cette loi et on en crée une autre. Et cette autre est toujours d'actualité. Donc depuis 1969, il y a ce qu'on appelle les titres de circulation. Donc cette loi concerne tout citoyen français, tous, qui vit en abri terrestre mobile depuis plus de 6 mois. C'est-à-dire n'importe qui d'entre nous qui habiterait dans un abri terrestre mobile depuis plus de 6 mois est soumis à cette loi. Il faut être rattaché à une commune et quand on veut changer de commune de rattachement pour des raisons administratives, de simplification, on doit attendre 3 ans pour avoir le droit de voter. Or, en France, quand on déménage, on vote au bout de 6 mois. Si on n'a pas ce document, on risque une peine de prison, enfin d'abord une sanction, une amende, ou une peine de prison. Environ 500 000 personnes en France vivent sous cette juridiction. Quand on compte le nombre de titres de circulation qui ont été délivrés en préfecture et à peu près, on évalue le nombre d'enfants qu'ont les familles, à peu près 500 000 personnes, bien sûr c'est un chiffre un peu rond, ça peut être un peu plus, un peu moins, vivent sous cette juridiction. En 1970, dans les années 70, on a abandonné le terme nomade, qui était un peu connoté depuis la Deuxième Guerre mondiale, et on a plutôt utilisé dans l'administration française le terme gens du voyage. Et ce terme, j'entends dire, c'est une invention de l'administration française. Non, ce terme existait. La preuve, c'est qu'il y a un film qui est sorti en 1938 qui s'appelle Les gens du voyage. Et ce terme était utilisé plutôt pour les gens de cirque, de spectacle. Donc, pour l'administration française, on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu plus glamour, un petit peu moins connoté que nomade. Donc, on a employé plutôt ce terme. En 2012, donc tout à fait récemment, le 5 octobre, un forain a porté plainte et a saisi le Conseil constitutionnel en disant mais ce n'est pas normal qu'il y ait ce genre de loi. Et donc, il a obtenu en partie gain de cause puisque le carnet, le dernier de ces documents, qui devait être visé tous les 3 mois en gendarmerie ou par la police, a été complètement abrogé. Également, le droit de vote a été rétabli, c'est-à-dire que toute personne qui change de commune de rattachement peut voter au bout de 6 mois, comme tout citoyen. Voilà. Alors, il y a actuellement 3 propositions de loi qui sont en cours d'élaboration de 3 partis différents. Il y en a une de l'UMP, du PS et une de Europe Écologie Les Verts. Et donc, il y a un certain consensus pour l'abrogation de cette loi de 1969. Donc, toutes les personnes qui ont un titre de circulation en France sont des citoyens français, ont combattu dans toutes nos guerres, et voici un magnifique monument aux morts qui a été financé par les voyageurs eux-mêmes et qui est toujours magnifiquement fleuri et entretenu. Alors il y a une confusion qui maintenant s'installe depuis un certain temps, c'est l'arrivée des Roms. Un certain nombre de pays sont entrés dans l'Union européenne depuis les années 90, dont la Roumanie et la Bulgarie, qui ont une très forte proportion de leur population qui est rome. Et donc, parmi toutes sortes de Roumains et de Bulgares qui vont tenter de trouver des conditions meilleures en Allemagne, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, etc., vous avez une proportion de Roms, Roumains et Bulgares, mais pas plus de 10% des Roumains qui viennent en France sont des Roms. Donc ces Roms qui vivent soit dans des petits villages, soit dans des quartiers, dans des différentes villes de Roumanie, se retrouvent en France dans des bidonvilles.
Et comme on fantasme sur le nomadisme, eh ben, ces bidonvilles, au lieu de les appeler bidonvilles, donc c'est à peu près 20 000 personnes en France en chiffre constant, parce qu'en fait, les gens font des allers-retours. Excusez-moi, ces bidonvilles, on les appelle des campements, puisque ces gens sont censés être nomades à la base. Et donc, les mots sont très importants, parce qu'on va jouer... Ah mais ils campent, de toute façon, ce sont des campements, ce sont des nomades, donc quelque part c'est un peu normal qu'ils n'aient pas le droit de s'installer. Voilà. Alors il se trouve qu'effectivement, depuis un certain temps, les citoyens de l'Union européenne vivant en France en abri terrestre mobile depuis plus de 6 mois sont également soumis à la loi de 69. Et donc, on fabrique des gens du voyage en France, et les médias amalgament les Roms avec les gens du voyage. Voilà, donc toute cette confusion qui s'installe petit à petit et qui, quelque part, arrange certains apparemment, parce qu'on l'a déjà expliqué, réexpliqué, et on continue à l'entendre dans la presse. Alors au fond, les gens du voyage, eh ben, qui sait, ce sont en grande partie des voyageurs d'origine française, des Français de souche, qui s'appellent eux-mêmes les Pirdés. Pirdés, ça veut dire voyageur. Pirave, ça veut dire je voyage. Et voilà, les voyageurs français. Il y a des voyageurs yéniches, donc d'origine alsacienne, allemande. Et vous avez des voyageurs qui sont manouches, ou sintés, ou hongrois. Voilà. Mais il y a aussi en France des gitans. Par exemple à Perpignan, et dans d'autres régions, et surtout dans le Roussillon. Et puis il y a des Roms qui sont arrivés au moment, par exemple, de l'immigration yougoslave. Vous avez beaucoup de Roms qui sont arrivés avec d'autres Yougoslaves. Ils sont passés totalement inaperçus. Et ce ne sont absolument pas des gens qui sont des nomades. Ils vivaient dans des villes, dans des maisons. Et voilà, donc ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle d'une façon un petit peu globale des tziganes, et eux, l'origine, c'est l'Inde. Et c'est de ça que je vais vous parler après. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui appartiennent aux deux mondes, à la fois au monde du voyage et à la fois au monde tzigane. Il y a des gens qui n'appartiennent qu'au monde du voyage, mais pas au monde tzigane. Et des sédentaires qui appartiennent au monde tzigane, mais pas au monde du voyage. C'est un peu l'explication du titre de tout à l'heure. Voilà le premier paragraphe. Donc maintenant, je vais vous parler de ceux qui sont dont l'histoire remonte à l'Inde. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 1418 arrivent à Strasbourg 14 000 pèlerins. Et ces gens disent, voilà, nous sommes d'anciens sarrasins, ça veut dire d'anciens musulmans, mais nous sommes chrétiens. Et nous n'avons pas bien défendu notre terre, parce que les Turcs sont arrivés, nous n'avons pas bien défendu notre terre, qui est la petite Égypte, et le pape nous a ordonné de faire un pèlerinage. Donc, ces pénitents sont conduits par des comtes et des ducs. Ils ont de l'or, ils ont des chevaux, et ils sont vêtus d'une façon, à l'époque, un peu curieuse. Ils ont des espèces de costumes avec des grandes rayures, des couvertures attachées sur l'épaule, et ils ont donc ces faux sauf-conduits du roi de Bohême. Voici les premiers documents iconographiques de ces nobles pèlerins en voyage, et donc qui se trouvent actuellement en Belgique à Tournai. Donc on les reçoit bien, parce que les pèlerins étaient bien reçus toujours. On les reçoit bien, ils disent voilà, notre pèlerinage doit durer 7 ans, c'est donc une sanction du pape, et on les reçoit bien. Mais après, petit à petit, ça y est, le pèlerinage en principe est terminé, et donc ils vont trouver d'autres moyens de subsistance. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, au XVIe siècle, on voit apparaître des peintures de peintres très connus, Bruegel, Caravaggio, où vous voyez apparaître ces fameux Égyptiens avec ces grandes, ces espèces de châles avec des rayures. Et puis voilà cette femme qui a cette couverture attachée sur l'épaule. On est très loin de ce qu'on imagine de la gitane avec ses jupes à volants. La mode a bien évolué depuis. Donc on n'est pas arrivé avec des jupes à volants au 15e et au 16e siècle. C'est ça qui... Voilà. À l'époque, des érudits s'intéressent à la langue que parlent ces gens, qui est différente des langues qu'on connaît en Europe.
Il faut savoir que pendant longtemps, on croyait qu'il n'y avait pas, on ne savait pas qu'il y avait des groupes linguistiques. On pensait que toutes les langues venaient de l'hébreu, qui était la langue de Dieu. Donc, bon, enfin, s'intéresser, cette langue était différente. Il y a des lexiques qui commencent à fleurir, des gens qui posent la question, comment tu dis ci, comment tu dis ça, et voilà un lexique romani latin. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'un Allemand, Johann Rüdiger, étudie de façon plus, disons, un peu plus scientifique, je dirais, cette langue et la compare à d'autres langues, et en particulier la compare aux langues parlées dans le nord de l'Inde, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'hindustani à l'époque. Et voici, par exemple, en romani actuel et en hindi actuel, un certain nombre de mots. Pani, c'est l'eau. Kalo, c'est noir. Kala en hindi. Dik, regarde. Dek en hindi. Bal, les cheveux. Bal en hindi. Et donc, vous avez comme ça 900 racines, ce qui est considérable, puisque, par exemple, la Torah n'a que 500 racines. Donc, vous voyez, c'est une langue extrêmement riche. Alors, Rüdiger dit c'est extraordinaire, mais quand même, ça fait longtemps qu'on aurait dû découvrir ça si on avait appliqué la bonne méthode scientifique. Parce qu'on ne s'est attaché qu'au nom que se donnaient les gens. D'où pouvait venir Manouche, d'où pouvait venir Tzigane, d'où pouvait venir Égyptien, d'où pouvait venir, etc. Et voilà. Alors il dit maintenant, moi je ne suis pas historien, je laisse aux historiens le soin de comprendre pourquoi des Indiens ont quitté l'Inde et à quelle époque. Et voilà que va se construire une théorie à partir de cette langue. Donc cette langue, vous avez une base indienne. On appelle les langues du nord de l'Inde des langues indo-aryennes. Il y a également des mots persans, des mots arméniens et des mots grecs dans cette langue. Et donc, l'hypothèse qui va se développer, surtout à partir du XIXe siècle, basée donc sur l'étude de cette langue, mais également sur des récits d'officiers britanniques qui sont dans l'armée de l'Empire des Indes et qui vont essayer de repérer ou qui repèrent des nomades en Inde. Et voilà ce que c'est intéressant, c'est un chercheur qui s'appelle Pott, il a devant lui toutes les hypothèses, tous les courriers, quelque chose d'énorme, et il va compiler tout ça. Et voilà, grosso modo, la thèse qui va se dessiner. Donc, en Inde, il y a des gens qui sont nomades, mais qui parlent tous des langues différentes, qui ne sont pas forcément cousins entre eux, mais qu'on appelle d'une façon un peu globale des Domba. Et donc, voilà, il s'est dit, ben c'est ça, les Domba, c'est ça qui a donné Roma. Donc, ces pauvres gens, des nomades intouchables, très malheureux, ont dû quitter l'Inde, aller en Perse. Et là, en Perse, ils sont restés un certain temps. Ils ont pris des mots persans, puis ils sont partis en Arménie. Ils ont pris des mots arméniens, et puis ils sont partis dans l'Empire byzantin, donc la Turquie aujourd'hui qui était l'Empire byzantin, où on parlait grec, et là, ils ont pris des mots grecs. Et tout ça en des vagues successives de ces Domba entre le 5e et le 10e siècle. Alors pourquoi ces périodes-là? C'est qu'il fallait absolument que ce soit avant l'arrivée des Turcs dans la Turquie actuelle, puisqu'il n'y a pas de mot turc dans le romani. Alors en arrivant dans l'Empire byzantin, voilà qu'on les confond avec une secte qui s'appelle les Athinganoi, qui veut dire qui ne touche pas. Et ça, c'est ce qui a donné le terme tzigane. C'est ça qu'on pense au 19e siècle. Hein, on n'a pas de documents de l'époque qui disent que c'est ça. Mais au 19e siècle, on dit que c'est certainement ça qui s'est passé. Et voilà qu'en arrivant à Strasbourg, c'est Athinganoi, c'est tzigane. Et bien, pour faire mieux, ils se présentent comme égyptiens. Parce que ça fait mieux. Effectivement, au 19e siècle, ça fait mieux. Napoléon, les campagnes d'Égypte, etc. Mais au 15e, ça ne fait pas du tout mieux d'être égyptien. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est quand la recherche scientifique se fait avec la mentalité de l'époque où elle se fait. Nous n'échappons pas à ça. Nous sommes au 21e et encore, nous sommes avec notre mental du 21e siècle. Et bien sûr, nous n'échappons pas complètement. Mais enfin, il faut être un petit peu prudent et se poser la question, est-ce qu'à l'époque, ça se passait comme ci ou comme ça? Alors voici cette thèse que vous allez retrouver dans des livres, sur Internet encore aujourd'hui, qui est copié-collé depuis le 19e siècle. Dans d'autres domaines de la science, eh ben, on a évolué depuis quand même. Et comme disait Rüdiger, c'est quand même invraisemblable qu'on en soit resté et qu'on n'ait pas cherché, avec des méthodes scientifiques réelles, à comprendre mieux la situation.
Alors voici, depuis la fin du XXe et le début du XXIe siècle, une nouvelle approche par rapport à cette histoire. D'abord, il y a l'étude des emprunts, c'est-à-dire pas l'étude des mots venant d'Inde, mais ceux qui ont été empruntés au passage, c'est-à-dire le persan, etc., l'arménien et le grec. Il y a aussi une étude un peu plus fine des mentalités de l'Inde. Et puis, aussi, maintenant, on en sait beaucoup plus sur l'histoire de l'Inde et sur l'histoire de la Perse, par exemple, et essayer de recontextualiser qu'est-ce qui se passait au niveau géopolitique à l'époque. Et puis, on a étudié des chroniques arabes, persanes et arméniennes pour essayer de voir un petit peu si on trouvait la trace de ces populations. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler, c'est de cette recherche et petit à petit qui a commencé à avancer. Premier constat, c'est que dans toutes les variantes du romani, c'est-à-dire le romani parlé par les Roms qui sont dans les Balkans, ceux parlés par les Manouches ou Sinté qui se trouvent soit en Allemagne, soit dans le nord de l'Italie, soit en France, ceux parlés par les Gitans ou Calais de la péninsule ibérique, mais jusqu'en Amérique du Sud, chaque fois qu'on trouve un mot persan, eh ben, on le trouve dans les trois variantes. Les trois grandes variantes, il y a plus de variantes que ça, mais les trois grandes. Quand on trouve un mot arménien, on trouve le même dans les trois variantes, et idem pour le grec. Ce qui fait que, en fait, s'il s'agissait de vagues successives, il n'aurait pas pu prendre les mêmes mots. C'est mathématique, c'est statistique. Surtout que les mots arméniens, il n'y en a pas tant que ça. Les mots persans, pas tant que ça. Grec déjà plus. Donc, ça ne pouvait pas être des petits groupes comme ça successivement. Il devait s'agir d'un très grand groupe. Et de plus, le persan en question n'est pas n'importe quel persan. Parce qu'il y a le vieux persan, le moyen persan et le néo-persan. Et il s'agit du néo-persan. Et le néo-persan ne date que du 9e siècle. Donc ça ne pouvait pas s'être passé avant le 9e siècle. Voilà, donc c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire est scientifique, c'est-à-dire on trouve des petits éléments, et on avance un peu comme un détective pour essayer de comprendre. Alors quand on parle de migration aussi, la migration, ça peut être dû à toutes sortes de choses. On peut être migré parce qu'on a envie de changer d'air, je dirais, ou parce que les conditions économiques ne sont pas favorables, ou bien parce qu'on est expulsé, banni, enfin, ou éventuellement déporté. Il y a plusieurs... Alors, il se trouve qu'en Inde, il y a eu très très peu de migration dans l'histoire de l'Inde, quand on étudie depuis l'Antiquité jusqu'à présent. Et pourquoi? Parce que les hindous ont une conception du sacré qui fait qu'il y a 7 fleuves sacrés du nord au sud de l'Inde. Et si vous vous éloignez des terres inondées par les fleuves sacrés, c'est-à-dire de l'embouchure ou des sources de ces fleuves, vous devenez impur et vous ne pouvez plus vous réincarner. Et donc vous devenez un bout. Un bout, c'est un moulot, c'est-à-dire un revenant qui ne peut plus et qui vient importuner les vivants. Donc ce tabou existe toujours en Inde, on l'appelle le tabou de la Kalapani, de l'eau noire, hein, parce que dès qu'on partait sur l'eau surtout, mais donc au-delà de l'Hindu Kuch qui sont de grandes montagnes et de l'Himalaya, là il y a les sources de ces fleuves sacrés donc au-delà de ces montagnes, la terre est impure. Il est important aussi de comprendre les mentalités indiennes et de comprendre ce qu'on appelle le système des castes. Alors les castes, ce sont en fait, on dit, mais ce n'est pas tout à fait ça, des corporations professionnelles héréditaires. Disons qu'en Europe, on avait au Moyen-Âge des corporations professionnelles héréditaires, mais les castes, qu'on appelle les jati en hindi, ce n'est pas exactement ça. C'est en partie, par exemple, vous pouvez être, je sais pas, chauffeur de camion à Delhi, vous appartenez à la caste des chauffeurs de camion, mais si vous êtes de Bombay, vous n'êtes pas forcément de la même caste, alors que vous êtes également chauffeur de camion. Par contre, la notion de caste, c'est les mêmes notions de pureté et d'impureté. Si on partage les mêmes notions de pureté et les mêmes rituels de pureté et d'impureté, on appartient à la même caste. Donc en Inde, il y a environ entre 4000 et 5000 castes des jati. À l'intérieur de ces castes, il y a des lignées qu'on appelle gotra, et dans les Védas, des textes très anciens, on appelle ça Vish-Visha. Donc par exemple, les Calderas, je vous demande de quelle Vitsa es-tu, de quelle lignée es-tu, de quelle famille es-tu. On ne se marie pas dans la même lignée, mais on se marie dans la même caste.
c'est-à-dire il y a plusieurs clans, plusieurs familles, si vous voulez, et dans la même caste, dans la même jati, on se marie dans la même jati, mais pas dans la même ligne. Toutes ces jatis sont classifiées en 4 varna. Varna, ça veut dire la couleur, et ça, ce sont les classes. Donc, un certain nombre de jatis sont classifiés comme brahman. D'autres jatis sont classifiés comme kshatriya, vaishya et shudra. Alors, les brahmanes, ce sont le clergé, si vous voulez, ce sont les prêtres, hein, mais qui se marient, hein, qui ont des enfants, donc c'est pas comme dans la religion, par exemple, catholique. Et vous avez les kshatriyas, qui sont l'équivalent de la noblesse. Vous avez les vaishyas, qui sont l'équivalent, disons, du tiers-état, autrefois en Europe, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, enfin, ceux qui font vivre le pays, au fond. Et puis les shudras, qui sont l'équivalent des serfs, à l'époque, en Europe, c'est-à-dire ceux qui sont les serviteurs de ces gens-là. En Inde, il n'y a pas vraiment d'esclavage, puisque au fond, l'organisation sociale veut qu'il y a de toute façon des serviteurs qui sont déjà prévus pour, je dirais. Et puis, il y a des jatis qui sont tellement impures qu'elles ne sont pas classifiées. Et donc, on les appelle avarna, hors classe. Et c'est ce qu'on a appelé longtemps les intouchables, et que maintenant, eux-mêmes se font appeler les dalits, les opprimés. En Inde, le système des castes n'a pas été aboli en 1945, c'est l'intouchabilité qui a été abolie. Donc normalement, plus personne n'est considéré comme intouchable. Alors c'est vrai que vous arrivez en ville, à Bombay, vous pouvez devenir ingénieur, informaticien, chef d'entreprise, ministre, etc. Mais si vous revenez dans votre village et que vous voulez vous marier avec la fille d'un brahman ou d'un kshatriya, là, ça sera plus compliqué. En fait, ça existe toujours quelque part. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système des castes. Et quand vous ne faites pas partie de ce système, par exemple un Européen qui va en Inde, il est considéré comme un Gora, Gora. Et donc voilà, on ne fait pas partie de ce système. Il y a aussi un élément important à comprendre dans les mentalités de l'Inde, surtout des hindous, mais également un peu des bouddhistes, c'est le dharma et le karma. Alors le dharma, c'est quand vous vivez votre vie, vous êtes né dans une certaine caste, dans une certaine jati, et vous devez suivre les règles de pureté et les règles imposées par votre caste. Et à la fin de votre vie, vous mourrez, et selon votre karma, c'est-à-dire vos actions, kerav, faire, karma, les actions, ce qu'on a fait dans notre vie, si on a bien suivi selon la feuille de route qu'on a eue dans notre caste, eh ben, on va se réincarner dans une jati supérieure. Et en fait, si on est dans une certaine caste, c'est parce qu'on le mérite. On le mérite soit par nos bonnes actions, soit par nos mauvaises actions. Donc vous pouvez passer de brahman à poule, de shudra à vaishya, etc., etc. Donc en fait, personne ne cherche à émigrer, à quitter l'Inde pour échapper à son dharma. Parce que si vous échappez à votre dharma, dans votre prochaine vie, ça sera pire. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le but. Et alors, sur cette histoire de migration, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement indien, en 2000, a fait un rapport où il a fait toute une étude sur les Indiens vivant à l'extérieur de l'Inde ou les descendants d'Indiens vivant à l'extérieur de l'Inde. Donc, quelque chose de très détaillé qui fait 500 pages. Et donc, à l'époque, il y avait 1,148 milliard d'Indiens en Inde et 20 millions à l'extérieur de l'Inde, dont les 3/4 ne sont pas des hindous, mais sont plutôt des musulmans ou des chrétiens. Donc les musulmans et les chrétiens ne suivent pas, n'ont pas les mêmes préceptes, disons, ne suivent pas les mêmes tabous. C'est rien du tout 20 millions de personnes à l'extérieur de l'Inde, alors que les Italiens sont 60 millions à l'époque environ, dont 57 millions d'origine italienne ou de nationalité italienne à l'extérieur de l'Italie. Pour les Libanais, n'en parlons pas, 3 millions au Liban, 13 millions à l'extérieur du Liban. Donc effectivement, s'il y avait eu 300 millions d'Indiens à l'extérieur, ou encore plus, on dirait bon. Et dans ce rapport de 500 pages, il y a une seule phrase qui dit « Les Romains et les Gypsies, donc, qui ont émigré en Italie, ont déclaré être des personnes d'origine indienne. » Effectivement, dans une chronique du XVe siècle, on trouve bien, à l'arrivée en Italie, ils disent « Voilà, nous venons d'Inde ». Mais après, on a un petit peu oublié, on a un peu effacé ça.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce rapport, c'est que pays par pays, donc là, j'ai repris que les pays, Philippines, Pologne, Portugal, etc., et Roumanie. Et donc, les personnes d'origine indienne, PIO, Person of Indian Origin, en Roumanie, on en compte 2, et des gens qui ont le passeport indien, 489, sachant qu'en Roumanie, à peu près 10% de la population roumaine, on le sait, est d'origine indienne. Ce sont ces fameux Roms. Donc, vous voyez que dans ces 20 millions, les Roms n'ont pas été comptabilisés. Donc à peu près 10 millions de personnes en Europe, à peu près. Alors, je vous parlais aussi des chroniques arabes, persanes et arméniennes. Et effectivement, quand on va chercher après le 9e siècle, au lieu de chercher avant, eh ben, on va trouver des éléments. Et là, c'est un professeur d'histoire indienne, Monsieur Meyer, qui travaillait à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, qui est professeur d'histoire indienne, et qui s'est intéressé à toutes les périodes de l'histoire de l'Inde, puisqu'il écrivait et donc, ce document l'a intéressé et il l'a alerté. Alors, c'est un secrétaire d'un sultan, en fait afghan, d'origine turque, qui a fait des raids dans le nord de l'Inde, et voilà ce qu'il écrit. Les 53 000 prisonniers du raid de Kanauj, Kanauj c'est une ville, je vais vous en parler après, très riche et très réputée du nord de l'Inde, en 1018, furent conduits à Ghazni, c'est-à-dire l'Afghanistan d'aujourd'hui, et les marchands vinrent de cités éloignées pour les acheter, si bien que le pays de Nawara al-Nar, la Transoxiane, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près le Turkménistan, l'Irak et le Khorasan, c'est-à-dire le nord de l'Iran, furent remplis d'Indiens, les gens de teint clair et ceux de teint sombre, les riches et les pauvres, tous étaient mêlés dans une commune condition d'esclaves. Alors là, ça m'a semblé intéressant, parce que de penser que des gens n'avaient pas migré comme ça de leur propre gré, mais avaient été déportés en masse, et des gens donc de teint clair et de teint sombre, ça veut dire de toute caste confondue. Voilà. Il y a un autre texte qui dit que 1/5 de la prise de cette ville de Kanauj, ce royaume, a été donné aux descendants du prophète, ce qu'on appelait les Saïdes. Donc on a donné 150 000 esclaves de cette prise à l'époque. Donc si on fait une règle de 3, on arrive à 750 000 personnes qui ont été déportées de ce royaume. 150 000 ont été donnés aux descendants du prophète, et 600 000 personnes donc ont été déportées vers Ghazni. Et il y a un autre texte qui dit que les rues de Ghazni étaient... On ne pouvait plus passer dans les rues, qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les puits, qu'il n'y avait pas assez de vivres pour tous ces gens qui ont été amenés vers Ghazni. Alors voilà, ça ce sont des photos actuelles de jeunes Indiens, puisque en Inde, vous avez des gens de teint sombre et de teint clair. Et là, des photos prises en Europe de jeunes descendants aussi d'Indiens. Donc on voit aussi une certaine similitude entre... Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, quand on a tous ces éléments, c'est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez des Turcs qui se trouvaient justement dans le nord de l'Iran et qui avaient besoin de former une armée puissante. Et ils étaient composés d'une cavalerie légère, les Turkmènes, et cette armée turque, les Turcs n'étaient pas si nombreux que ça, et ils étaient tous, vous voyez, couverts. Ce sont des images qui sont faites par des gens qui s'intéressent aux batailles et qui donc font des reconstitutions, donc ce ne sont pas des images d'époque, bien sûr. Et les chevaux étaient couverts de métal, les fantassins aussi, et donc il se trouve que les Turcs n'avaient pas de forgerons. Et que l'Inde, à l'époque, était le premier producteur d'armes au monde, avec des forgerons extrêmement réputés. Et ce qu'on cherchait en Inde, au fond, c'était des compétences. Pourquoi ont-ils été achetés des esclaves en Inde? C'est qu'on n'a pas été chercher n'importe qui. De même, les esclaves qui ont été déportés vers les Amériques, on n'a pas cherché n'importe qui. C'est-à-dire qu'il fallait des gens qui aient des compétences utiles à l'époque, par exemple, à la monoculture qu'on développait, par exemple, au Brésil. Donc, à l'époque, vous aviez aussi en Inde des armées de guerre, des entreprises de guerre privées. Et donc, forcément, on a besoin de forgerons dans les armées, obligatoirement. Et donc, c'était des compagnies formées à partir de diverses compétences, donc en Inde de diverses castes. Donc, par exemple, un forgeron, lui, forgeait, il était de sa caste, mais celui qui allait chercher le bois pour faire du charbon de bois, c'était une autre caste. Celui qui allait chercher le métal sur le champ de bataille, c'était une autre caste, et ainsi de suite.
Donc vous aviez déjà en Inde des castes qui avaient une habitude de mobilité au service des armées, donc qui circulaient beaucoup. Donc une armée a besoin de logisticiens et de serviteurs pour préparer les routes, pour installer d'immenses campements, en particulier ces fameux Turcs. Et on a déporté beaucoup de très jeunes hommes et de très jeunes femmes. Vous imaginez pourquoi. Et on a eu besoin aussi de soigneurs et de vétérinaires. Il faut dire que l'Inde avait une médecine très avancée. On connaissait la suture des plaies, la réduction des fractures, l'amputation, l'extraction de corps étrangers, etc. Et les Turcs avaient des chamans et des tisanes, alors que l'Inde avait déjà des gens qui étaient capables non seulement de soigner les hommes, mais aussi les bêtes. Parce qu'un animal de combat, il faut quand même le dresser, et donc ça vaut un certain prix. Même si on a beaucoup de chevaux, il faut encore le dresser. Donc ce soin et cet entretien des animaux de combat était une spécialité de l'Inde, en particulier auprès des éléphants de guerre. Et quand on dresse un animal au combat, on le dresse toujours en compagnie de musiciens, parce que les musiciens sont utiles pour faire des bruits stridents, des cliquetis, etc., pour que les animaux ensuite supportent tous les bruits qu'ils vont rencontrer sur le champ de bataille. Dans toutes les armées, il y a toujours des musiciens, aussi pour donner du cœur au combat. Voilà. Alors finalement, en 1018, on a déporté d'un royaume très très riche et très florissant en Inde une énorme population, mais on n'a pas déporté des vieillards et des petits-enfants. On a déporté des gens qui étaient capables de marcher, bien sûr, et des gens qui avaient des compétences. Et on a emmené donc des gens, pas d'une même caste, pas d'une même ethnie, mais d'une même région, donc des gens qui parlaient la même langue, mais qui n'étaient pas forcément cousins entre eux. Et donc on les a amenés d'abord dans cette région au nord de l'Afghanistan, puis ensuite ils ont été achetés, et ensuite, en 1071, voilà cette armée constituée de Turcs et d'Indiens qui arrivent aux portes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, de l'Asie mineure, en Arménie, et ils vont commencer, il va y avoir une bataille très importante, donc on a tous les chiffres de cette bataille, en 1071. L'empereur byzantin s'inquiète de l'arrivée de tous ces gens, et il va masser 200 000 hommes en Arménie. Les Turcs et leurs esclaves indiens sont 50 000 combattants, et ils vont gagner la bataille. Et ils vont négocier leur implantation dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, mais qui à l'époque était arménienne et grecque, contre la libération de l'empereur byzantin qu'ils ont capturé. Il faut savoir que les Turcs sont des nomades, alors là des vrais, qui ont des troupeaux et qui avaient besoin de faire paître leurs troupeaux dans ces régions. Ces Indiens qui ont été déportés d'Inde, ils étaient tous issus de castes différentes, donc ils avaient des noms différents, mais tous se définissent par un seul terme qui veut dire l'être humain dans toutes les langues du nord de l'Inde, qui se prononcent différemment, ou Manus, ou Manouche, ou Manouche, peu importe la prononciation de la région. De la même façon, ceux qui sont mariés, époux, épouse se dit Raman, Ramni, et dans toutes les variantes de la langue romani, que ce soit le Sinto, le Kalo ou le romani, on dit mon mari, Murom, Muri Romni, par exemple en romanès, par exemple en romanès balkanique. Donc Raman, Ramni, dans les langues du nord de l'Inde, il y en a qui prononcent O ou A, selon. C'est l'époux, l'épouse. Et les Turcs, en fait, respectaient les femmes mariées. Donc, beaucoup de très jeunes filles ont été mariées très jeunes pour échapper, disons, à la prostitution par les armées turques. Quant au terme de tzigane, dont on parle beaucoup, c'est une piste, encore. Voilà, il n'y a pas de vérité historique. On est sur des pistes, on est sur des hypothèses. Il y avait les Turcs entraînaient leurs chevaux avec une technique qui portait un mot persan. Alors j'ai oublié de vous dire que tous ces Turcs en fait parlaient le néo-persan. Ça c'est important pour comprendre la situation de la langue. La langue de cette armée c'était le néo-persan. Et il y avait un entraînement militaire qu'on appelait Chugan en persan et que les Turcs prononçaient Chigan, Chingene. Et vous voyez cet entraînement, ça a donné le jeu de polo en Europe. Et vous voyez ces musiciens qui accompagnent, encore une fois, l'entraînement des chevaux. Et donc, ce terme de Chugan a évolué en Chigan, Chingene, et a désigné le lad, le soigneur de chevaux, le marchand de chevaux, etc. Donc, on a employé ce terme pour désigner un certain nombre de gens qui avaient des métiers autour de la musique, des chevaux, etc.
Et voilà, je vous ai dit que cette bataille a eu lieu en 1071. Et en 1072, un Arménien écrit. Alors le Seigneur se mit en colère. Parce qu'à l'époque, on pensait que c'était Dieu, par exemple, qui se vengeait ou de quelque chose qui s'était... Par exemple, les Arméniens avaient fait des choses qui étaient contraires à la volonté divine. Alors le Seigneur se mit en colère et envoya pour se venger de nombreux étrangers. Il fit venir des montagnes de la Lune et du grand fleuve qui traverse le nord de l'Inde, des gens méchants parlant des langues étrangères et qui se répandirent comme des torrents d'eau sur nos terres pour établir leur campement, leur commandement sur les bords de la mer Océane et planter leurs tentes en face de la grande ville. Bien sûr, les armées sont sous la tente, hein, ce sont des campements. Voilà. Donc ça date de 72. Pour l'époque, c'est comme si c'était presque un journaliste qui est là en train de... Vous voyez, c'est un an de différence. Donc on a vraiment un témoignage de l'époque. Et voilà que nos Turcs, comme je vous dis, avec leurs esclaves indiens, mais à l'époque les esclaves, on n'en parle pas, ce sont des esclaves, donc c'est pas eux qui sont importants. Les Turcs s'installent dans ce qu'on appelait à l'époque en grec la Romanie, l'Empire romain d'Orient, que eux vont appeler le sultanat de Roum, et leurs esclaves indiens vont être installés dans des quartiers ethniques qu'on appelle des mahallas, qu'on va retrouver encore aujourd'hui en Roumanie, en Bulgarie, des mahallas où vivent des Roms. Et c'est là que va se former la langue romani. Alors j'entends souvent dire que le romani vient du sanskrit. Il faut un petit peu éclairer ce que veut dire le sanskrit. Voilà. En fait, en Inde, on parle des langues qu'on appelle les prakrits, et qui veut dire naturel. Alors je vous explique. Dans chaque caste, chaque petit village, chaque petite communauté parle sa propre langue, à sa propre façon de parler. Mais en France aussi, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, chacun, dans sa petite communauté, dans son village, parle ce que j'appelle la langue de connivence, qu'on parle entre nous, avec notre accent, avec nos mots. Et quand, dans une même région, il y a d'autres gens qui parlent chacun leur petite langue à eux, quand on se rencontre, on arrive à se comprendre quand même. Mais pour arriver à se comprendre et à communiquer, on fait attention d'effacer un peu notre accent un peu spécial, d'employer des mots qui ne sont pas des mots que les autres ne vont pas comprendre, et c'est ce qu'on appelle la langue de communication. Et c'est ce que je représente par ces petites marguerites. Donc chacun parle sa petite langue de connivence, et quand on se retrouve avec d'autres gens et qu'on a envie de communiquer, il se crée une autre langue qu'on appelle la langue de communication, et c'est ça qu'on appelle un prakrit. Ça veut dire naturel, ça se fait naturellement. En Inde, il y avait également une langue liturgique, la langue des Védas, que les brahmanes utilisaient pour communiquer avec les dieux. Et donc, cette langue s'appelait la Vak. Vak, ça veut dire la parole. Et elle date entre 1800 et 1500 avant Jésus-Christ. Et ces transmissions des Védas, la Veda, ça veut dire la connaissance révélée par l'audition. Il existe le mot latin vox, et Vak, c'est la parole, la voix. Et donc, on a transmis depuis 30 siècles oralement ces Védas. Parce qu'en fait, à des très jeunes brahmanes, parce que si vous transmettez par écrit, chacun dans sa région va le prononcer avec sa prononciation, et ça ne va pas, parce que les dieux ne peuvent comprendre qu'avec la même prononciation. Donc, il y a 13 écoles de transmission des Védas, et chacune le transmet oralement à ces jeunes brahmanes, et régulièrement ces écoles se rassemblent pour voir s'il n'y a pas d'écart dans la transmission. C'est-à-dire, ils ont des techniques, certains par exemple vont invertir le 3e mot, ou bien le 5e, etc. Et il y a ces méthodes de transmission. Donc depuis 30 siècles, on se transmet les Védas oralement. Depuis, elles ont été également écrites, mais c'est comme ça que ça se transmet. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un grammairien, aujourd'hui on dirait un linguiste, a créé une langue à partir de la Vak, la langue des Védas, et des différents prakrits. Il les a mis tous ensemble et il a créé ce qu'on appelle le sanskrit. Sam, ça veut dire ensemble, kere, kerav, faire, mettre ensemble. Le sanskrit, ça veut dire qu'on a mis ensemble à la fois les différents dialectes, si vous préférez, du nord de l'Inde, et également la langue des Védas. C'est ça qu'on appelle le sanskrit.
Donc le romani en fait ne descend pas du sanskrit, ni aucune langue de l'Inde ne descend du sanskrit, c'est le sanskrit qui vient de toutes les langues de l'Inde. Les bouddhistes ont inventé une autre langue qu'on appelle le pali, mais là, je ne vais pas vous en parler. Alors, en romani, on dit vak kerav, faire parole. Hein? Vous allez retrouver ces racines. Voilà. Alors, vous voyez, ces langues du nord de l'Inde, il se trouve qu'il y en a ce qu'on appelle les langues indo-aryennes. Il y en a une au Sri Lanka, puisqu'il y a eu une colonisation de la part d'Indiens. Et il y en a une autre qui s'est déplacée jusque-là. Sinon, il n'y a aucune autre langue indo-aryenne dans la région. Donc, c'est assez extraordinaire qu'elle se soit déplacée si loin. Voilà. Donc, on arrive maintenant dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure, et voilà qu'arrivent nos Indiens, qui eux, chacun dans sa caste, donc ils venaient tous du même royaume, mais chacun pouvait être d'une caste différente, au besoin d'une religion différente, d'un village d'à côté, etc. Donc chacun parlait sa petite langue. Mais comme ils communiquaient entre eux, ils parlaient quand même cette langue de communication. Et dans cette région de la Turquie actuelle, à l'époque, la langue officielle qu'ont instauré les Turcs, c'est le néo-persan. La majorité de la population continue à être grecque. Ils ne sont pas tous enfuis, hein. Ils ont colonisé, mais ils sont restés là, les Grecs. Et les Arméniens. Et donc voilà qu'on retrouve toutes nos langues. Vous savez, je vous ai dit au départ que le romani, c'est une grosse part d'indo-arien, mais également du persan, de l'arménien et du grec. Et voilà que ce n'est pas au fur et à mesure du trajet, mais c'est au même endroit que ces trois langues existaient en même temps. Voilà. Et donc, c'est formé finalement ce qu'on appelle vraiment la langue romani, c'est-à-dire c'est le mélange, c'est tout ce mélange. Comme le français, c'est un mélange aussi, toutes les langues sont plus ou moins des mélanges. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu dis romani? On dit, je parle romanès. Les deux termes sont exacts, puisque le romani, c'est un adjectif. I romani chib si putpurani, par exemple, la langue romani est très ancienne et très vieille, mais on dit vakera romanès. Je parle le romanès. Hein? Ça, c'est un adverbe. Je parle en romanès. Il y a des langues comme le russe, on ne dit pas je parle russe, on dit je parle en russe. Я говорю по-русски. Donc, non, je parle en français. Je dis, voilà. Donc, c'est l'explication de pourquoi romani et de pourquoi romanès. Et les deux R, j'en reparlerai tout à l'heure. Pourquoi les deux R? Voilà. Donc, ce chapitre est clos. Maintenant, je vais parler de la phase suivante, c'est-à-dire comment ces gens-là arrivent en Europe et pour quelles raisons. Donc maintenant, la dispersion en Europe et dans le Nouveau Monde, parce qu'ils ne sont pas arrêtés en Europe. À la deuxième moitié du XIIIe siècle, voilà que les Mongols, vous voyez, Gengis Khan, déferlent sur l'Asie centrale, sur l'Iran, et poussent énormément de gens, des gens fuient devant les Mongols. Beaucoup de Turkmènes et beaucoup d'Iraniens fuient et vont demander asile à ce sultanat de Roum. Et ces gens du sultanat de Roum sont à la fois des Turcs, mais leur langue est le persan. Donc, si vous voulez, ils ont des liens à la fois avec les Turkmènes et aussi avec les Iraniens. Donc, beaucoup de gens vont s'installer dans cette région et beaucoup d'autres gens, par contre, vont la quitter. Parce que ça fait des déplacements de population. Hein. Quand il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y en a d'autres qui en profitent aussi pour partir ailleurs. Et voilà que de ces gens d'origine indienne installés dans des quartiers ethniques, toujours esclaves des Turcs, certains vont pouvoir racheter leur affranchissement en travaillant. Parce que quand vous êtes esclave militaire, une fois qu'il n'y a pas de guerre, eh ben, débrouillez-vous pour faire vivre votre famille. Donc des gens qui avaient des compétences, comme les forgerons, comme les commerçants, comme les musiciens, etc., ont pu utiliser leurs compétences, gagner de l'argent, et avec cet argent, acheter leur affranchissement. Et d'autres, la grande majorité d'entre eux, n'a pas pu acheter son affranchissement et rester esclave. Et la majorité a vécu dans des sortes de bidonvilles, parce que les bidonvilles n'ont pas été inventés au XXe siècle. Il y a toujours eu des gens qui vivaient pauvrement sous des bâches, etc. Donc, une partie de ces gens qui ont acheté leur affranchissement est allée s'installer à Constantinople. À l'époque, Constantinople, c'est un État latin. Latin parce que ce sont les croisés qui sont venus s'installer à Constantinople. Et il se trouve que ces Mongols
inquiète fort les croisés, les États latins. Vous savez, aujourd'hui, il y avait plusieurs États latins à Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. Il y avait au Liban, en Syrie, dans ces régions-là. Et les Mamelouks d'Égypte, qui eux étaient également des Turcs, vont faire alliance avec les Latins, avec les croisés, pour contrer les Mongols. Et ils vont embaucher des entreprises de guerre privées. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et ils vont embaucher à Constantinople des entreprises de guerre. On le sait, un certain nombre d'entreprises, dont des gens d'origine indienne, qui ont un type physique qui ressemble ni aux Turcs ni aux Arabes, et qu'on va appeler, comme c'était coutume à l'époque, du nom de l'armée. Et du coup, on va les appeler des Égyptiens. Ces gens n'ont pas été en Égypte. En fait, ils ont servi l'armée d'Égypte, mais dans la région de la Syrie aujourd'hui. Et voilà qu'on leur donne ce surnom d'Égyptiens. Il se trouve que donc les croisés, les latins, ont trouvé sans doute que certains étaient drôlement efficaces et les ont amenés avec eux vers des régions où ils sont tout le temps en conflit avec les byzantins. C'est-à-dire il y avait les latins, on dirait aujourd'hui les catholiques, et les byzantins, les orthodoxes, si vous voulez. Et donc ils étaient en conflit et ils les ont amenés. Alors chaque fois qu'on arrivait à conquérir une terre, on installait un duché ou un comté. La population de base restait sur place. En général, c'était des serfs, des gens comme ça. Et donc, on a dû donner à une armée privée qui avait réussi à conquérir un espace probablement au nord de la Grèce, un duché qu'on a appelé le duché de Petite-Égypte, puisque ces gens, on les appelle les Égyptiens. De la même façon, vous avez eu, par exemple, des Arméniens qui ont été déplacés, et on a appelé la Petite Arménie l'endroit où ils sont venus s'installer. Donc c'était courant. Par exemple, après, ce sont des Juifs qui sont venus du Portugal, on a dit la Petite Lisbonne, la Petite Évora, etc. Donc c'était d'usage à l'époque d'appeler l'endroit où venaient des gens. Voilà. Simplement, on les appelle Égyptiens, mais en réalité, ils ne sont pas Égyptiens. Ils ont servi l'armée des Mamelouks d'Égypte. Et c'est de là, de cette fameuse Petite Égypte, que nous sont arrivés nos fameux pénitents, qui nous disent, voilà, nous sommes de bons chrétiens, mais nous étions musulmans. J'ai oublié de vous dire que pour s'affranchir, il fallait d'abord devenir musulman, acheter son affranchissement. Voilà. Et après, quand vous servez les latins, vous convertissez au christianisme. Vous ne pouvez pas rester musulman, bien évidemment. Donc, en fait, voilà des gens qui, au départ, étaient hindous, sans doute, mais peut-être pas tous, puisqu'en Inde, il y avait aussi d'autres religions qui étaient présentes, qui ensuite, pour certains, sont donc, en quittant l'Inde, vous n'êtes plus hindou, puisque vous devenez impur, donc finalement, vous perdez votre... Et donc, en arrivant en s'affranchissant, ils sont devenus musulmans, puis ensuite chrétiens. Alors, ils disent très clairement, nous sommes de bons chrétiens, mais nous étions musulmans. Puis d'autres chrétiens sont venus, les latins, les byzantins, puis les turcs, les sarrasins, donc les musulmans sont arrivés, et nous, on n'a pas réussi à défendre notre terre, et on est redevenus musulmans comme par devant, comme par avant. Voilà une chronique où il raconte ça. Et en fait, le pape et le roi, enfin l'empereur romain de l'Empire romain germanique, nous a expulsés de nos terres, et il nous a dit de faire un pèlerinage, c'était la sanction dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a dit, ils nous racontent du baratin, c'est pas vrai qu'ils étaient égyptiens, c'est pas vrai qu'ils sont pénitents, et c'est pas vrai, etc. Et en fait, maintenant, on a authentifié, et bien sûr, c'est vrai qu'ils avaient un duché, c'est vrai qu'ils étaient pénitents, et c'est vrai que... Voilà. Alors donc, c'est Sigismond, empereur d'Allemagne, mais également roi de Croatie, de Dalmatie, etc., roi de Bohême, qui leur a donné ces fameux sauf-conduits, et le pape Martin V qui leur a donné des lettres pour qu'ils puissent faire ces pèlerinages, parce qu'on ne se promenait pas comme ça, il fallait montrer patte blanche et dire je veux aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ou je veux aller à Rome, etc. Voilà. Donc voilà nos pénitents qui vont faire leur pèlerinage. Et ils vont se disperser en petits groupes, et on a des chroniques de l'époque où on a un certain Thomas Égyptano, égyptien donc, qui va traverser les Pyrénées, qui va demander au roi d'Aragon un sauf-conduit pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se trouve donc au nord du Portugal, mais en Espagne. Et donc le roi d'Aragon, en catalan, en aragonais, va parler de Thomas Égyptano. Cet Égyptano va donner gitano, et en espagnol gitano, et en français gitan. En Angleterre, Egyptian, gypsy. Voilà.
Et donc, en France, nous allons retrouver du 17e, du 16e au 18e siècle nos fameuses troupes égyptiennes ou bohémiennes au service des grands seigneurs féodaux. Voilà ce terme d'égyptien. D'autres... Alors, on oublie cela, bon, ça c'est leur parcours, mais par contre, de tous ces gens qui étaient arrivés d'Inde et qui se trouvaient dans cette fameuse sultanat de Rome, je vous dis, il y en a qui ont pu s'affranchir, d'autres qui sont restés esclaves et d'autres qui sont affranchis aussi, mais qui n'ont pas eu le même parcours. Eux, ils sont partis dans les comptoirs vénitiens, et comme artisans, comme commerçants, et c'est vrai qu'au début, au XIIIe, XIVe siècle, on voit bien qu'il y a des commerçants, des artisans, qui s'appellent Romiti ou Tsigani. Alors, les gens qui venaient du sud de la Romanie byzantine, par exemple les Grecs qui s'appelaient Romaoi, et les Juifs de là-bas s'appelaient Romagnotes. Donc tous les gens qui habitaient cette région, on les appelait les Romains quelque chose. Hein. Donc ce terme de Rome vient très probablement de cette installation. Voilà. Donc ces gens sont commerçants, etc. Et ce sont des pèlerins qui viennent d'Europe occidentale, qui vont à Jérusalem et qui remarquent dans les comptoirs vénitiens où ils faisaient escale, puisque les Vénitiens avaient tous ces bateaux, hein, on transportait les pèlerins, on transportait les marchandises, ils remarquent toutes ces populations. Voilà. Alors, un peu plus tard, nos gens installés donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la Grèce, hein, sont poussés par les Ottomans. Alors, je vais un peu vite parce que sinon ce serait trop long, mais tous ces Turkmènes, je vous ai dit, qui fuyaient les Mongols, parmi ces tribus turkmènes, il y a une tribu qui s'appelle la tribu d'Osman. Et cette tribu d'Osman va fédérer les autres tribus. Et c'est eux qu'on va appeler plus tard les Ottomans. Et donc ces Turcs ottomans vont essayer de conquérir l'Europe. Et ils vont donc pousser et ils vont faire fuir des gens qui... Donc ce sont des musulmans sunnites, hein, convaincus. Et donc tous ces gens d'origine indienne qui, pour s'affranchir, étaient devenus musulmans, obligatoirement. C'était la procédure. Qui, en arrivant dans des États chrétiens, sont devenus chrétiens, soit orthodoxes, soit latins, catholiques, soit... comme arrivent des musulmans, comme ils savent qu'eux étaient musulmans auparavant, ils sont apostats et donc passibles de la peine de mort, puisqu'ils ont renié leur foi. Et donc ils fuient en masse, ces gens-là. Pas que, mais ils fuient en masse. Et ils vont fuir vers le sud de l'Italie. On le sait très bien, par des bateaux vers le sud de l'Italie. Et alors, ces gens-là, dans le sud de l'Italie, on va les appeler indistinctement des Gregos, hein, des Grecs. Et il se trouve que le sud de l'Italie appartient, en fait, à l'Espagne. La reine de Castille et le roi d'Aragon se sont mariés et ont formé le sud de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, étaient sous juridiction aragonaise. Et quand ils se marient, ils font un très grand royaume, le royaume d'Espagne, et donc le sud de l'Italie est intégré. Il se trouve qu'ils font expulser tous les juifs d'Espagne, et en particulier du sud de l'Espagne, dans l'Andalousie, et également les Morisques. Et à ce moment-là, le sud de l'Espagne est vide, et qu'est-ce qu'on fait venir? Des réfugiés grecs qui étaient dans le sud de l'Italie, mais chrétiens. Ce sont des chrétiens grecs. Alors eux, ils les appellent grecs, peu importe, l'important c'est qu'ils soient chrétiens. Et donc on les fait venir par des bateaux génois vers le sud de l'Espagne, en partie, en Andalousie qui était vide, mais aussi vers l'Aragon, ce qui est aujourd'hui la Catalogne. Et donc nous avons aujourd'hui des gens qu'on a appelés des gitanos catalans ou des gitanos andalous. Voilà. Au 18e, alors, ces gens qui s'installent en particulier en Andalousie, certains vont servir l'armée des Flandres qui appartient à l'Espagne, et ils vont revenir avec le nom de leur armée, l'armée flamande des flamencos. Hein, voilà. Et à la fin du XVIIIe siècle, vont s'installer dans la région du Roussillon, vers Perpignan, des gitans d'Aragon, donc des gitans catalans. Voilà, dans toute cette région. Alors, ensuite, nos fameux Gregos, certains sont arrivés dans le sud de l'Espagne ou en Catalogne, mais d'autres sont arrivés au Portugal. Et là, on ne les a jamais appelés gitanos. On les a tout de suite appelés ciganos ou Gregos. Et ces Gregos, il se trouve que le Portugal vient de découvrir le Brésil. Il a absolument besoin d'envoyer des populations vers le Brésil parce que les Anglais, les Hollandais, les Français tournent autour. Et donc, il faut absolument envoyer des populations. Et ils envoient ces fameux Gregos qui viennent d'arriver, qui sont chrétiens, en même temps que les premiers esclaves qui arrivent d'Afrique, en même temps que les premiers chevaux. Et ces Gregos ont des compétences de soigneurs des chevaux
Mais aussi, donc, s'ils soignent des chevaux, ils sont capables de soigner d'autres animaux. Et comme on considérait les Noirs déportés d'Afrique comme des animaux, ils vont les soigner également, les retaper, les requinquer, parce que vous imaginez, la traversée en bateau, les gens étaient couverts de plaies, étaient malades, et donc ils vont les soigner. Et ces fameux gregos, qu'on va appeler rapidement au Brésil des gringos, parce qu'au Brésil, on parle une langue indienne qu'on appelle le tupinamba, qui est très nasal. Et d'ailleurs, le portugais du Portugal est beaucoup moins nasal que le portugais du Brésil. Par exemple, on dit uma cama au Portugal, uma cama au Brésil, ça veut dire un lit, par exemple. Et donc, je vous dis ça parce que je parle portugais chez moi depuis. Donc, c'est ma langue de la maison. Et donc, ces fameux gringos, et ben, après soigner ces esclaves, vont devenir massivement marchands d'esclaves jusqu'en 1888, date de l'abolition de l'esclavage au Brésil. Certains seront très riches, vont d'ailleurs payer le mariage de l'empereur du Brésil avec une jeune habsbourgeoise de Habsbourg. Et donc, il y aura, enfin, voilà, le Brésil a aujourd'hui une population tzigane très importante, en particulier venant de la péninsule ibérique, mais également des Roms qui sont arrivés souvent avec des passeports ottomans. Donc on a appelé des turcos, et dans toute la littérature brésilienne on parle de turcos, et souvent ce sont en fait des Roms. Et parmi eux, le grand-père du président qui a construit Brasilia, Juscelino Kubitschek, qui est un Rome, donc, et qui a construit Brasilia. Donc moi je suis pas mal, j'ai vécu au Brésil et je suis en contact avec beaucoup de Roms et de Calais, de Calon, on appelle Calon, ou bien des Roms. Alors ça, on a un groupe, ceux qu'on a appelés les fameux petits Égyptiens, qui ont eu leur histoire. Les autres, qui étaient plutôt artisans, commerçants, etc., qui se sont retrouvés en Grèce, puis dans le sud de l'Italie, puis en Espagne, au Portugal, etc. Et la grande majorité des autres, qui n'ont pas pu payer leur affranchissement, et bien ceux-là, les Ottomans les ont vendus aux Roumains. Et ils les ont vendus comme esclaves. Ils étaient déjà esclaves, mais esclaves pas du même genre. Et en Roumanie, les voilà esclaves pendant 500 ans. À l'époque, ce n'est pas la Roumanie, c'est les principautés roumaines qui sont sous vassalité ottomane. Et il y a 3 statuts d'esclaves. Vous avez les esclaves du prince. Ces gens-là sont artisans, commerçants, etc., sont libres. Ils vivent dans un village ou dans une ville, peu importe. Ils travaillent. Et une fois par an, ils doivent donner au prince une taxe en or. Alors eux, pendant l'hiver, ils fabriquent des choses, etc. Et puis l'été, ils vont les vendre. Ou bien ils vont faire un certain nombre de métiers à droite, à gauche. Donc des gens qui ont une habitude de mobilité une partie de l'année. Par contre, la grande majorité des autres sont des esclaves des monastères ou des boyards. Les boyards, ce sont les seigneurs féodaux. Et là, eux, ils travaillent la terre, essentiellement, mais pas que. Vous avez des esclaves, roms, qui sont par exemple instituteurs du domaine, ou bien qui sont comptables du domaine, ce qu'on appelle aujourd'hui les vatrages. Et donc, vous avez, c'est pas parce qu'on est esclave qu'on a le même statut. Moi, par exemple, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, mais parmi les fonctionnaires, il y en a qui balayent, d'autres qui sont profs, d'autres qui sont grands directeurs. On n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas le même on a le même statut de fonctionnaire, mais on n'a pas la même vie. Donc vous aviez dans des domaines des gens qui n'avaient pas du tout la même vie. Vous avez des esclaves un peu au ras des pâquerettes, les pauvres qui, voilà, puis d'autres qui avaient quand même un autre statut. Voilà. Et donc, je vous parlais de ces fameux Hongrois. C'est au moment de l'abolition de l'esclavage, les esclaves du prince, essentiellement, ont perdu un statut relativement privilégié. Et donc ont immigré en masse. Il faut se dire que ces gens, ils avaient l'habitude de se déplacer. Ils avaient des carrioles, ils avaient le moyen de se déplacer. Et donc, ils vont aller en Russie, en Pologne, en Slovaquie, etc., à droite, à gauche. Par exemple, il y a des pays où on les appelle les Vlachs ou les Olachs, ça veut dire Valak, en fait. Ils venaient de Valaquie. Et donc, c'est ceux-là qui sont arrivés en France, mais ils ne sont pas arrêtés en France. Ils ont été dans beaucoup, beaucoup de pays. Voilà. Donc, les Caleraches, les gens comme ça sont issus de ce genre de famille. Par contre, les autres, les esclaves des monastères et des boyards, ils se sont retrouvés en chemise dans la rue, sans reconversion, sans plan social, comme on dit aujourd'hui, au chômage. Et parce que quand on était esclave, quand une femme accouchait par exemple, on prenait soin d'elle, parce qu'on savait que son fils serait un esclave. Ce serait la propriété du maître. Donc il avait intérêt à ce que l'enfant ne meure pas, que la mère soit en bonne santé.
Alors que les villageoises qui n'étaient pas esclaves, elles vivaient des fois plus difficilement. Donc en fait, c'est pas si simple. Au Brésil, c'est passé la même chose. Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, ils se sont trouvés dans la rue et dans des conditions des fois plus difficiles, puisque un maître n'avait pas intérêt à perdre, à ce que les esclaves meurent, parce que c'était sa force de travail. Donc en fait, voilà, ces femmes, et ce sont ces Hongrois qui, eux, étaient des gens qui avaient une grande habitude de mobilité. Mais pas les autres. Et les autres, c'est ceux que nous voyons arriver maintenant, qui ont été esclaves des monastères et des boyards, et c'est ceux que nous voyons maintenant arriver. Voilà. Donc, de toute cette histoire, nous avons 3 grands groupes, même si c'est plus complexe que ça, qu'on appelle globalement les Roms, donc qui sont plutôt liés à l'histoire des Balkans, à l'histoire ottomane, mais comme beaucoup ont émigré, vous en trouvez un peu dans tous les pays, jusqu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, etc., jusqu'en Australie. Ceux qui s'appellent soit Sinti, soit Sinti du côté allemand, soit Manouche plutôt du côté français, ce sont plutôt les descendants des ducs et comtes de Pite-Égypte, qui eux étaient des gens qui avaient probablement depuis l'Inde des habitudes de mobilité, étant probablement des entreprises de guerre déjà en Inde, donc des forgerons, des gens, enfin pas que des forgerons, des castes associées. Vous avez le 3e groupe qui est ibérique, qui est celui de l'Espagne, le Portugal, le sud de la France, que eux-mêmes s'appellent Calon, ça dépend, voilà, et qu'on appelle plus communément les Gitans. Voilà. Et donc, grosso modo, enfin, on n'a pas de chiffres de statistiques très, très clairs, mais on peut imaginer à peu près 10 millions de personnes qui ont plutôt une histoire de sédentarité, nos fameux esclaves des monastères. 400 000 plutôt itinérants, une histoire d'itinérance, de mobilité, sachant que beaucoup ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ils devraient être beaucoup plus nombreux. Et puis en Espagne et au Brésil, donc à peu près 2 millions, mais plutôt de gens qui ont une histoire de sédentaire. Même si, par exemple, certains avaient des métiers, des fois saisonniers, etc., mais avaient quand même un port d'attache, toujours un village ou une maison, enfin un endroit plutôt d'origine. Après, il y a une grande variété, bien sûr, dans tout ça. Donc de cette histoire qui commence par une déportation d'esclaves, l'exclusion dans certains pays où on a essayé de les chasser, ou d'autres pays où on a essayé de les assimiler, c'est le cas de l'Espagne, on disait vous ne parlez plus votre langue, vous n'êtes plus... voilà, les nouveaux Castillans, on appelait ça. Et puis en Hongrie aussi, Marie-Thérèse d'Autriche voulait absolument qu'il n'y ait plus de... On ne parle plus de tziganes, de Roms, etc. Voilà, jusqu'à l'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait que des gens qui voyaient bien qu'ils avaient quelque chose en commun, il y a des gens, ils ne se sont pas vus pendant 600 ans, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui sont au Brésil et ceux qui sont en Finlande et tout. Mais quand ils se rencontraient, ils avaient bien des choses en commun, en particulier la langue, mais aussi d'autres choses. Mais bon, ça ne faisait pas forcément un peuple, disons, dans l'idée de peuple ou nation. Il faut dire qu'en Europe, c'est surtout au 19e siècle qu'on a créé les nations. Voilà. Alors, cette extermination, cette tentative d'extermination a fait que un certain nombre, une élite, des Roms, en particulier de Yougoslavie, il faut dire qu'en Yougoslavie, ils ont eu quand même un autre statut. Donc, il y avait des gens qui étaient profs de fac, qui étaient médecins, qui étaient avocats, etc. Aussi des Sinti allemands, mais aussi des Gitans d'Espagne se sont réunis en 71 au premier congrès international. Et on dit, voilà, au fond, nous sommes un peuple, nous avons une langue que nous allons développer, et nous allons créer un drapeau. Alors, ils ont ce drapeau qui symbolise la terre, le ciel, et au milieu, c'est la chakra indienne qu'on retrouve sur c'est pas la roue de la roulotte, c'est la chakra indienne, c'est la roue de la vie. Et donc, certains ont décidé, on va tous s'appeler Rome. Parce qu'au fond, chacun dit, mon mari, ma femme, Rome, Romni, ou enfin... Voilà. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'au Brésil, par exemple, les Calons ne veulent pas entendre d'être appelés Roms, et les Roms au Brésil ne veulent pas entendre d'être appelés Calons, et les Sinti en Allemagne, il ne faut surtout pas leur dire qu'ils sont des Romas, etc., etc. Donc ça n'est pas si simple. Voilà, donc pour résumer, au départ de l'Inde, il y a 1000 ans, voilà des populations qui ont des compétences diverses. Donc, ça veut dire de gens de castes différentes, qui ont des religions
éventuellement différentes, puisqu'en Inde, il y avait des hindous, mais dans les hindous, vous aviez des vishnuistes, des shivaïstes, vous avez toutes sortes d'hindous, il y avait des bouddhistes, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait même des chrétiens. Donc il y avait un peu de tout. Donc dans cette région de ce royaume de Kanauj, qui était extrêmement riche, où venaient des gens d'autres régions, des fois en pèlerinage, des fois pour faire du commerce, il est possible que dans ce fameux hiver 1018-1019, puisque c'était à l'hiver qu'on faisait des razzias à cause de la mousson dans les autres périodes, il y a eu des gens qui soient là et qui n'étaient pas de cette région, hein, qui ont été déportés parce qu'ils apparaissaient intéressants comme esclaves pour les Turcs. Voilà, mais ces gens, majoritairement, puisqu'ils étaient de la même région, parlaient la même langue, peu importe s'ils n'étaient pas de la même caste, etc. Et finalement, aujourd'hui, en Europe et dans les extensions de l'Europe, hein, le Nouveau Monde, etc., eh ben, on a une grande diversité socio-économique et culturelle, mais quand même un air de famille. Et une langue potentiellement commune, je vais y revenir. Alors, on me dit des fois, mais comment tu sais que c'est un manouche, un gitan ou un rom? Je dis, mais moi, quand je croise 3 noirs dans la rue, je vois rapidement si c'est un Brésilien, si c'est un Américain ou si c'est un Africain. Pas par son visage, parce qu'ils se ressemblent, mais par leur genre, par leur façon d'être, je vois bien. Donc si vous voulez, les Roms, ils ont une histoire plutôt balkanique, les Sinti Manouches, une histoire plutôt germanique et nord de l'Italie, enfin, le nord de l'Italie étant très influencé aussi par la culture germanique, et puis les Calais, plutôt une histoire ibérique, hein, Espagne, Portugal, Catalogne, etc. Au fond, des gens qui peuvent physiquement se ressembler, et en plus qui parlent encore une grande partie la même langue. J'ai presque terminé. Alors, vous vous rappelez, je vous ai montré ma marguerite tout à l'heure, là, qui se trouvait dans la Turquie actuelle. Mais quand il y a eu cette dispersion, eh ben, les gens se sont trouvés plus isolés. Et du coup, chacun a parlé sa petite langue de sa petite communauté. Et cette petite langue de sa petite communauté, elle a toujours une base indienne, très forte, mais aussi des mots persans, des mots arméniens, des mots grecs. Et comme je vous disais, à chaque fois, on retrouve les mêmes. Mais en même temps, c'est dans un bain, soit c'est du roumain, soit c'est du hongrois, soit c'est du français, soit c'est de l'espagnol, etc. Ce qui fait que quand même, le noyau qui reste, c'est un peu... Si un roumain rencontre un espagnol, ou bien un finlandais, un rome, hein, elle ne va pas forcément complètement se comprendre. Ils vont dire, tiens, toi tu dis comment le chien, Djukel, très bien, comment tu dis l'eau, pani, comment tu dis le vin, molle, etc. On va avoir des mots. Maintenant, parler vraiment, faire une conversation, c'est déjà plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait des linguistes? Ils ont voulu faire comme Panini pour le sanskrit. Ils ont l'idée de faire, voilà, au fond, chacun parle un petit peu, quelque chose qui ressemble un peu, mais voilà. Et donc, l'idée, ça a été de faire d'abord une étude. Alors, l'étude, on a étudié l'état des lieux. On a été avec des petits carnets, interroger les gens, comment tu dis ci, comment tu dis ça. Ça a été fait tout ce travail, déjà dans toute l'Europe. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait 900 racines indo-aryennes. Donc, comme je vous dis, c'est énorme. Et une grammaire cohérente. Ensuite, il y a des racines néo-persanes, 70, 20 racines arméniennes et 200 racines grecques environ. Et puis après, on a étudié, alors là, ça c'est pour les langues des Balkans, mais alors le Sinto et le Kalo, déjà, il y a beaucoup moins de mots qui sont restés. Hein, ça s'est un petit peu rétréci. Voilà. Et donc, on a étudié aussi, les linguistes, comment les gens se comprenaient. On met quelqu'un, un Roumain avec un Hongrois, on lui dit, parlez, et voyez si vous comprenez. Alors, il y a combien de mots qu'on comprend entre nous? Donc, les mécanismes d'intercompréhension. Et on s'est rendu compte que dans tout ce qui est l'Europe de l'Est, il y avait vraiment une possibilité de se comprendre, majoritairement. Par contre, déjà avec le Sinto et le Kalo, surtout le Kalo, beaucoup moins, puisque le Kalo, par exemple en Espagne, il ne reste plus qu'une centaine de mots, alors qu'au Brésil, il en reste environ 500 mots, hein, parce que ça a été moins... Ouais. Donc ça, c'est déjà plus difficile. Et on s'est dit, dans ce fameux congrès à Londres, on va renforcer cette intercompréhension pour faire une langue, un peu comme l'idée du sanskrit, pour mettre ensemble, on va mettre ensemble tout notre vocabulaire, on va mettre ensemble tout ça pour renforcer. Mais chacun chez lui va parler ce qu'il veut. Moi, je parle par exemple bavarois, j'ai le droit de parler bavarois. Par contre, si je vais en Allemagne avec d'autres gens, je vais leur parler allemand. Mais à la maison, ce sera le bavarois. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne nous interdit de parler bavarois. Donc, c'est un peu la même idée. Alors, un des linguistes qui a travaillé à tout ça, mais pas le seul, c'est Marcel Courtiade. Il se trouve que j'aime beaucoup cette phrase de lui.
Le racisme aime la confusion, comme le loup aime le brouillard. Il est indispensable que journalistes et enseignants tentent de redonner aux mots leur histoire et leur signification. Je suis enseignante et c'est ce que j'essaye de faire, avec toutes les précautions dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas figée. Ce sont des éléments qu'on peut trouver, on peut essayer de reconstruire quelque chose. Si on trouve un autre élément, on va voir un autre scénario plausible. Alors, en France, ce qu'on appelle, pour revenir à ce qu'on appelle les gens du voyage, vous avez donc des voyageurs Pirdé, des voyageurs Yéniche, des voyageurs Manouche, Sinté ou Hongrois. Mais on a tendance, dans les milieux qui s'intéressent, enfin qui s'occupent de... Voilà, quand les gens sont pauvres, c'est tout des tziganes. Et quand ils s'en sortent mieux, c'est tout des forains. Alors après, on regarde passer le forain en question, en fait, est tzigane. Et si le fameux, qui est le pauvre, enfin un peu plus précarisé, c'est un yéniche ou un pirdo, voilà. Si on est pauvre, on est tzigane. Et si on n'est pas pauvre, on est forain. Donc il faut faire attention aussi, parce que l'idée, c'est que les tziganes sont forcément pauvres, sont forcément inintégrables, sont forcément, etc. Et donc, c'est une attitude que j'estime dangereuse. Là, je vais vous parler des gadgets. Donc, j'appelle ça une constante à géométrie variable, la figure du gadjo. Parce que, bon, pour un Rom, par exemple, le gadjo, c'est quelqu'un qui n'est pas tzigane, tout simplement, hein, qui n'est pas Rom, voilà. Mais pour les voyageurs, même si vous êtes pirdo ou yéniche, eh ben, le gadjo, c'est le sédentaire. Pour un Rom, c'est pas ça l'idée. C'est pas forcément le sédentaire, parce que eux-mêmes sont majoritairement sédentaires. Hein. Donc c'est intéressant selon de quel point de vue on se place. Voilà. Donc il y a pour certains voyageurs, un Rom, c'est un gadjo, puisqu'il est sédentaire. Alors vous allez retrouver dans beaucoup de langues, finalement, la notion de l'autre. C'est tout simplement l'autre, celui qui n'est pas comme moi. Alors en Inde, les Gora, Gyaour en persan, guerre en hébreu, le goy en yiddish, etc., etc. Alors là, c'est amusant parce que c'est toujours, ça commence par gaijin en japonais, des langues qui n'ont rien à voir, et voilà, gringo en Amérique du Sud, gallois en langue bretonne, etc. C'est intéressant parce que, enfin là, c'est un peu à l'après-vert, une petite liste comme ça. Alors, pour parler des gadgets, moi, je vais vous parler de ceux qui tournent autour, qui gravitent autour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, du coup, à toutes ces populations. Et donc là, vous avez des ethnologues, des technocrates, des anthropologues, des religieux, des associations caritatives, vous avez des gendarmes, vous avez toutes sortes de gens. Et moi, je les classifie en 3 catégories. Il y a les romantiques, ceux qui voient l'exotisme, qui sont fascinés par ça, et qui cherchent un peu aussi un sens à leur vie. Alors, l'exotisme et la pauvreté... on est un peu fasciné par tout ça, et donc on va repérer les plus précaires, qu'on va appeler tous tziganes, même s'ils ne le sont pas forcément. Et puis, donc on va avoir tendance à ethniciser, c'est-à-dire tous les gens du voyage sont des tziganes, et puis à victimiser aussi. C'est forcément des victimes, ils sont forcément pauvres, etc. Et puis vous avez ce que j'appelle les normopathes. Alors les normopathes, il faut que rien ne dépasse, tout le monde rentre dans le moule. Et donc pareil, on ethnicise quand même, on dit voilà ces gens-là, et on les soupçonne toujours. Par exemple, ils sont là forcément pour avoir ou les allocations familiales, ou pour ceci ou pour cela. Et puis, on infantilise ces gens-là. Non, ils ne sont pas capables de garder un document. Vous ne vous rendez pas compte, ils vont le perdre, ou ils vont le salir, ou ils vont, etc. Enfin, j'entends ça régulièrement dans mon travail. Et donc, l'idée, c'est on sédentarise, on laïcise et on assimile culturellement. Puis, il y a les pragmatiques. C'est ceux qui partent de réalité. Enfin, ça vaut pour tous les aspects de la vie de chacun d'entre nous. Voilà, il y a des réalités, il y a des gens différents, il y a des gens qui ont une histoire différente, des histoires différentes. Et donc, on va associer, quand il s'agit de créer une aire d'accueil ou de faire les intéresser eux-mêmes à la réflexion, parce qu'on ne considère pas que ce sont des enfants, des mineurs, incapables de réfléchir et de proposer. Et l'objectif, c'est l'insertion économique et l'intégration citoyenne. Moi, je fais une distinction entre l'insertion économique, c'est-à-dire je m'en sors bien économiquement, on le désire pour chacun d'entre nous, hein, disons, dans notre pays, et pour l'Europe, voilà. Une intégration citoyenne dans le sens je suis citoyen, j'ai le droit de vote, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de défendre mes intérêts, mais les intérêts de mon pays en général et de mes concitoyens, même si mes concitoyens ne font pas partie de ma communauté, je suis quand même solidaire et responsable de mes concitoyens.
Alors que l'assimilation culturelle, c'est j'ai plus le droit quelque part de manger ce que je veux chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais une différence entre les trois notions et c'est pas des marches à gravir, ce sont des choses différentes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Il y a aussi peut-être intéressant, c'est qu'il y a des positions et des discours divergents de tous ces gens qui tournent autour, je dirais. Il y en a qui sont souvent d'origine elle-même, soit Rome, soit qui disent, voilà, en fait, nous sommes vraiment un peuple, nous sommes d'origine indienne, ils mettent ça en avant, et nous vivons dans tous les pays d'Europe, et donc ce qui serait bien, c'est qu'on ait un passeport transnational. Au lieu d'être roumain ou français ou allemand, on ait un passeport européen. Et puis, d'autres qui leur disent, oh là là, mais vous êtes fous, c'est dangereux, parce que si vous êtes dénationalisé, on ne va pas vous protéger. Votre pays ne vous protégera pas, et l'Europe, est-ce qu'elle vous protégera? Donc, on me dit des fois, mais tu parles de cette origine indienne, tu ne devrais pas, c'est très dangereux parce qu'on va vouloir les renvoyer là-bas. Bon, les Noirs d'Amérique du Sud ou du Nord, on n'a pas pensé à les renvoyer en Afrique. On connaît bien leur histoire, ils ont été déportés, etc. Maintenant, leur pays, c'est bien ou les États-Unis, ou le Canada, ou le Brésil, peu importe. Voilà. Et on me dit aussi, mais bon, de toute façon, ils n'en ont pas le souvenir. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais au départ. Attention, le souvenir, c'est... Bien sûr, je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé il y a 1000 ans. En garder la mémoire, il y a une mémoire qui est restée, c'est la langue, c'est pas rien. 1000 ans de transmission d'une langue qui n'est pas enseignée à l'école. Ça, c'est garder une mémoire. Et l'histoire, eh ben, c'est ce qu'on essaye de construire. Et ce que je vous dis aujourd'hui, dans 50 ans, aura évolué. Et il faut être humble avec ce que je vous raconte, ce que j'ai trouvé, et je ne cherchais rien de particulier. J'ai juste fait des remarques sur la langue et ça m'a amené de plus en plus loin. Ma curiosité m'a amené sur d'autres chemins. Voilà. Et donc, il y a aussi des gens qui disent, qui ont intérêt à dire que tous les gens du voyage sont des Roms, parce que comme ça, il y a des subventions à Bruxelles actuellement qui sont intéressantes. Donc voilà, il y a des discours divergents, donc on s'y perd un peu, enfin pour les gens qui s'intéressent au sujet, et les médias s'y perdent un peu. Il n'y a pas longtemps, dans 2 journaux, le même jour, il va y avoir une aire d'accueil pour les gens du voyage à Paris, et puis le journal à côté, c'était les Roms qui allaient être dans une aire à Paris. En fait, voilà, il y avait toujours ce glissement, cette incertitude. Voilà, je vous remercie.